Bonjour à tous, ici Mookie et bienvenue sur Bookie Covers, la chaîne secondaire de Mookie Bollywood. Aujourd'hui, comme promis, nous allons voir mes meilleures lectures de 2020. Si tu n'as pas encore regardé mes pires lectures de 2020, je vais laisser un lien en haut de la vidéo à droite, ainsi que dans la description de la vidéo. Mais si tu veux attendre avant la fin, tu le peux aussi. Tu n'as pas besoin d'écouter la partie 1 pour suivre la partie 2. Pour rappel, j'ai lu 200 livres en 2020, mais puisque j'ai lu majoritairement des séries, cela ne paraît pas vraiment. Ce n'est pas comme si j'avais lu 200 livres individuels standalone. Et également, mon opinion sur ces livres ne reflète en aucun cas un jugement de valeur sur tes goûts et tes préférences. Tu as le droit d'aimer ce que tu veux et de lire ce que tu veux. Je ne suis pas là pour t'offenser. Je veux simplement partager mes lectures avec toi. Sans plus attendre, commençons par la première catégorie, la catégorie à suivre. Ce sont les séries que je n'ai pas encore finies et que je veux continuer. En premier lieu, nous avons la série à succès de Talia Hibbert, The Brown Sisters. Le premier tome est Get a Life, Chloe Brown, et le deuxième, Take a Hint, Danny Brown. Ce sont des romances adultes complètement hilarantes qui mettent à mal la masculinité toxique. Je les ai adorées et j'ai très hâte au troisième tome qui suivra la plus jeune sœur des sœurs Brown. La deuxième série, Love and Gelato, par Jenna Evans Welsh. C'est une trilogie dont le troisième tome est sorti il y a quelques mois. Je pense qu'il est sorti en novembre 2020. Le premier tome est Love and Gelato et le deuxième Love and Luck. Le premier se passe en Italie et le deuxième en Irlande que j'ai beaucoup apprécié. Le troisième se déroule en Grèce. Ensuite, The Diviners par Libba Bray. Je l'ai DNF'd une fois et après je l'ai lu au complet une autre fois. Le DNF était un livre physique et la lecture complète était un livre audio. J'ai beaucoup plus aimé le livre audio. Je l'ai trouvé plus facile à suivre et la narratrice était fantastique. Le livre audio est complètement addictif et c'est un livre très creepy avec une intrigue policière. D'habitude, ce n'est pas trop mon style, mais cette série fait exception. La quatrième série est Zombilenium par Arthur de Pins. C'est une série de bandes dessinées françaises sur un parc d'attractions pour monstres. En fait, les monstres sont les employés du parc d'attractions et ils sont dirigés par Behemoth. Behemoth, le diable, donc, qui est le grand patron de ce parc d'attractions-là. C'est une série très engageante, très originale. Mon petit cœur de gothique est très heureux. Le quatrième tome finit sur un cliffhanger, donc on croise les doigts pour le cinquième tome bientôt. Ensuite, peut-être moins prioritaire, Crazy Rich Asians par Kevin Kwan, dont j'ai lu un tome. J'ai en ma possession China Rich Girlfriend, mais je n'ai pas encore trouvé le temps de le commencer. C'est une romance adulte, de ce que j'ai compris, très excentrique. Si tu as vu le film ou si tu as déjà lu le livre, tu sais que c'est un univers très extravagant à des années-lumière de la majorité de la population, j'ose dire. Des fois, la richesse est obscène et je trouve que c'est un bon moyen de la satiriser, de montrer à quel point la richesse et la superficialité peuvent être proches. Aussi, trigger warning pour de la maltraitance animale, il est mention de combats de chiens et j'avoue que j'ai été extrêmement mal à l'aise quand j'ai lu ces pages-là. Et c'est sûr que la série est difficile à suivre si on ne connaît pas la culture de Singapour. C'était ma deuxième lecture, donc je m'y retrouvais un petit peu plus, mais je me souviens qu'à ma première lecture, c'était compliqué. Après, Yona, princesse de l'aube, ou Akatsuki no Yona. C'est une série de manga shoujo par Mizuho Kusanagi. J'en ai lu 2 tomes. C'est une fiction historique qui ressemble un petit peu à Avatar, le dernier maître de l'air. La série animée, pas le film, please. J'avais regardé l'animé, la première saison de l'animé, avant de lire le manga et j'ai trouvé l'univers absolument fantastique. Et aussi, il y a un trope que j'aime beaucoup, le trope du garde du corps. Je sais pas pourquoi j'aime autant ce trope-là, mais la princesse
donc Yona, a un garde du corps qui est aussi l'un de ses amis d'enfance et leur alchimie est juste parfaite. Mais je te rassure, Yona n'est pas sans défense tout le long, elle apprend à se développer une carapace, à devenir de plus en plus brave au fil de la série, mais c'est sûr que les premiers tomes laissent penser le contraire. Et la dernière série pour cette catégorie, Kamikaze Kaito-Jan, par Arina Tanemura. J'en ai lu 3 tomes. Je sais que c'est étonnant parce que j'ai bâché 2 autres séries d'Arina Tanemura, mais Kamikaze Kaito-Jan est celle qui m'a le plus intéressée. Ça faisait longtemps que je voulais la lire. C'est l'histoire de la réincarnation de Jeanne d'Arc qui vole des objets possédés par des démons. Je ne t'en révèle pas plus pour l'instant pour te laisser découvrir le manga ou l'anime. Ma deuxième catégorie concerne mes troublantes lectures, donc des livres que je n'ai pas forcément appréciés, qui m'ont un peu traumatisée, mais dont je reconnais l'impact social, politique. Je sais que ces romans sont importants, donc je ne les aurais jamais jugés comme mauvais. Le premier est une pièce de théâtre, Le bruit des os qui craquent, par Suzanne Lebeau. C'est à propos des enfants soldats. Ensuite, Les hirondelles de Kaboul par Yasmina Khadra. Yasmina Khadra est un homme, en fait, qui a pris un nom de plume féminin. Je crois que c'est le nom de sa femme. Ce sont des romans très durs. Ma mère m'avait prévenue quand j'avais commencé Les hirondelles de Kaboul et je confirme, c'est une lecture difficile. Dure à suivre aussi parce que ma copie n'a pas de lexique. Donc certains éléments culturels m'échappaient. Mais si tu as un intérêt quelconque envers l'Afghanistan, je te le recommande fortement. Les falaises par Virginie de Champlain. Les falaises a été troublant dans le sens où c'est merveilleusement écrit et ça parle beaucoup de mort et de deuil, des thèmes que j'essaie d'éviter habituellement, mais ici c'était plutôt inévitable puisque le personnage principal doit faire le deuil de sa mère dès le début du livre et ça parle donc de la quête identitaire, de la crise existentielle, de l'héritage familial aussi, comment sa relation avec sa mère et sa grand-mère a affecté sa vie, sa relation avec les autres. C'est un très beau livre, un gros coup de cœur. Après Sadie par Courtney Summers, mon premier thriller depuis longtemps. Ce que j'ai aimé de Sadie et qui peut s'apparenter à Trail of Broken Wings par Sejal Badani, l'ennemi est beaucoup plus puissant dans la mémoire et dans le souvenir qu'en présence. Je vais vous donner l'exemple avec Trail of Broken Wings pour ne pas trop en révéler sur Sadie, mais dans Trail of Broken Wings, le père qui a maltraité ses 3 filles est dans le coma dès le début du roman et en fait, on en apprend plus sur lui et sur ce qu'il a fait à travers les souvenirs de ses 3 filles et aussi de sa femme. C'est un peu le même principe qui est employé avec Sadie qui, attention, trigger warning, parle de pédophilie, surtout d'agression sexuelle aussi, de meurtre. Il me semble qu'il y a d'autres trigger warnings. C'est pas une lecture d'été très légère, disons ça comme ça. J'aimerais éventuellement faire une critique complète de Sadie sur cette chaîne. Je trouve qu'il y a un très bel angle à analyser, surtout au niveau des personnages féminins. Alors laisse-moi savoir si cela t'intéresserait. Et finalement, dans cette catégorie, Ma vie ne sait pas nager par Hélène Turgeon. C'est un livre québécois, comme Le bruit des eaux qui craquent était une pièce de théâtre québécoise, et Les falaises aussi est un roman québécois, j'ai oublié de le préciser. C'est un livre qui traite, attention trigger warning, de suicide surtout et de deuil. C'est l'histoire d'une jeune fille qui décide de mettre fin à ses jours et ses parents et sa sœur jumelle essaient de trouver une raison à cela. Pourquoi est-elle partie? Et comme dans Les falaises, il y a un sous-entendu selon lequel leur grand-mère aussi a eu des pensées suicidaires, leur mère aussi a eu des pensées suicidaires. Les maladies comme la dépression sont des maladies génétiques. C'est pourquoi je trouve ce livre important. Si toi ou un membre de ta famille est sujet à la dépression ou à l'anxiété, c'est très important d'ouvrir le dialogue sur ce sujet, d'en parler et d'être suivi. C'est pourquoi je trouve que Ma vie ne sait pas nager aborde bien ce sujet-là, ouvre bien la discussion. C'est pas irréprochable, mais c'est un bon début. Ma troisième catégorie, le pouvoir nostalgique. Ce sont des séries et des livres pour lesquels j'ai un profond attachement nostalgique, mais j'ai conscience de leurs défauts. D'abord, nous avons Twinkle Stars par Natsuki Takaya, la même autrice que Fruits Basket. Twinkle Stars comporte 11 tomes. Natsuki Takaya a une très belle force en ce qui a trait à l'évolution
psychologique de ses personnages. C'est vraiment sa marque de commerce. Et j'aime aussi qu'elle aborde les sujets de la santé mentale. Par exemple, dans Twinkle Stars, attention, trigger warning. Il y a décidément beaucoup de trigger warning dans cette vidéo. Mais trigger warning pour le suicide. Donc, l'un des personnages commet une tentative de suicide. Si jamais tu es sensible à ce genre de thème, je te déconseille fortement cette série. Malgré cela, je trouve que Twinkle Stars amène une très belle discussion sur la santé mentale. Ensuite, la série de BD française Lou par Julia Neal. Elle comporte 8 tomes. Les 8 tomes composent la première saison. La grande force de Lou, je trouve, c'est le thème de la crise existentielle. Et j'apprécie beaucoup que Lou ait grandi avec moi. Elle m'a suivie durant la fin de mon enfance, pendant ma préadolescence et surtout pendant mon adolescence. Dans le même ordre d'idées, Les Nombris par Delaf et Dubuc. Elle comporte 8 tomes actuellement. Une série de BD québécoise, très populaire à l'international. Nous sommes très fiers de cela. Comme Lou, c'est une série que je suis depuis mon adolescence et je les adore. C'est une superbe évolution psychologique. Il y a de la romance, il y a de l'humour, il y a du policier, du suspense. Il y en a pour tous les goûts dans cette série. En vrac, La Belle Province par HD et Guerra. C'est une aventure de Lucky Luke qui a été reprise depuis la mort de Maurice. Petit Vampire va à l'école par Johanne Sfar. C'est un cadeau qui m'avait été offert quand j'avais 9 ou 10 ans, que j'affectionne beaucoup. Si tu ne le savais pas, Johanne Sfar est aussi l'auteur de la série Le Chat du Rabbin. La Galère d'Obélix par Goscinny et Uderzo, un classique. Locke par Axel Lenoir à l'époque où elle s'appelait Michel Falardeau. La série moins connue de Luce et Maud Montgomery qui a été divisée en 4 tomes. Émilie de la Nouvelle Lune ou Emily of the New Moon qui ont été traduits. J'avoue que même si je n'aime pas toujours les romans traduits, surtout les romans traduits de l'anglais au français, j'ai un très grand sentiment nostalgique envers cette série-là, mais je ne sais pas si ma nostalgie va y survivre. Le Songe d'une nuit d'été par William Shakespeare, je trouve le dernier acte hilarant. Les fourberies de Scapin par Molière, qui était ma première pièce de théâtre dans laquelle j'ai joué. Novecento pianiste par Alessandro Barrico. Cyrano de Bergerac par Edmond Rostand, ma pièce préférée que je connais presque par cœur. Le petit mot tordu par Pef, qui m'a été offert un peu tard dans mon adolescence, mais que je trouve extrêmement original. L'auteur joue beaucoup sur les mots, il a une façon de jouer avec la langue qui est absolument ravissant. Ta voix dans la nuit par Dominique Demers, le livre qui m'a fait découvrir à la fois Dominique Demers et Cyrano de Bergerac, c'est un roman québécois. A Countess Below Stairs par Eva Ibbotson. Eva Ibbotson est l'une de mes autrices préférées et une autrice que je trouve underrated, dont on ne parle vraiment pas souvent. Et finalement pour cette catégorie, Heartless par Marissa Mayer. J'ai très longtemps évité de relire ce livre parce que il y a un certain événement dans ce roman-là qui m'a beaucoup choquée. J'étais en deuil pendant 1 an et finalement je l'ai relu. Je n'ai pas trouvé ma deuxième lecture aussi bonne que ma première, mais j'y suis quand même très attachée. Dans ma 4e catégorie, nous avons des puits de savoir, des livres informatifs. En premier lieu, Writing Magic par Gail Carson Levy. Writing Magic est l'un de ces 2 livres qui parlent de l'art d'écrire, du processus d'écriture. Après, nous avons Chasse à l'homme par Sophie Letourneau. C'est un livre québécois autobiographique, ce sont des essais autobiographiques que j'ai dévorés en moins d'une journée. C'était excellent, je l'ai peut-être lu un peu trop vite parce que c'est un peu décousu par moments. Mais ce qui m'a vraiment frappée dans ce livre-là, c'était la conversation autour du féminisme. Après, Parole d'honneur par Leila Slimani. C'est un roman graphique qui raconte la situation de la femme au Maroc depuis la fin du XXe siècle jusqu'à nos jours. Ça traite de sexualité, d'avortement, de relations hors mariage. C'est très intéressant, mais aussi un peu complexe parce qu'on y traite de politique et je n'étais pas vraiment à l'aise avec la politique marocaine. What I Know For Sure par Oprah Winfrey. J'ai lu son livre audio et c'était
excellent. Une bouteille dans la mer de Gaza par Valérie Zanetti qui concerne le conflit israélo-palestinien. Et finalement pour cette catégorie, A Very Large Expanse of Sea par Tahereh Mafi. C'est une très belle histoire sur la peur de l'autre, la xénophobie, le racisme. Ma cinquième catégorie, agréable surprise. Là, en premier lieu, nous avons une grande surprise, Turtles All the Way Down par John Green. Je n'aime pas beaucoup les livres de John Green, je ne pense pas que je vais suivre ses prochains livres, mais j'ai trouvé que Turtles All the Way Down parlait bien du thème de l'anxiété, comment on se sent quand on est anxieux et quand on n'a aucun contrôle là-dessus. Après, Zivin et Nanami par Julieta Suzuki, j'ai lu les 25 tomes en entier, j'ai les 25 tomes avec moi maintenant, que ce soit en version physique ou numérique. C'est une série de shoujo manga fantasy qui parle de yokai. J'ai adoré, c'est l'une de mes séries préférées à vie, mais j'ai trouvé la finale un peu douce amère. Ensuite, Nimona par Noelle Stevenson, Love and Other Words par Christina Lauren, c'est une romance adulte, One Day in December par Josie Silver, j'ai lu le livre audio, Beach Read par Emily Henry, dont j'ai aussi lu le livre audio, et finalement Bachir Lazare par Evelyne de la Chenelière, qui est une pièce de théâtre québécoise. Ma sixième catégorie, qui contient le plus de livres, ce sont mes chaudes recommandations. En premier lieu, ma première série, Furthermore, par Tahereh Mafi. Elle contient 2 tomes. C'est une série jeunesse et ça contient un univers extrêmement riche. Le 2e tome en particulier m'a beaucoup plu. Witchwood, qui s'inspire de la culture perse. Après, My Lady Jane, par Cynthia Hand, Jodie Meadows et Brody Ashton, qui sont surnommés The Lady Janies. My Lady Jane est une trilogie. C'est une fiction historique avec un twist de fantasy. C'est très drôle, très éducatif et extrêmement divertissant. Felix Ever After par Kassan Callender. There's Something About Sweetie et 10 Things I Hate About Pinky par Sandhya Menon. Amal Unbound par Aisha Saïd. C'était un livre audio et ce roman s'inspire un peu du parcours de Malala. The Black Flamingo par Dean Atta, Blue Horses par Mary Oliver, c'est un recueil de poésie sur la nature. Lait et miel et Le soleil et ses fleurs par Rupi Kaur, les deux je les ai lus en français, je n'ai pas encore lu sa poésie en anglais, mais j'ai très hâte de lire ses prochains recueils. Clap When You Land par Elizabeth Acevedo, naturellement, un autre livre audio. The Outsiders par S.E. Hinton, un classique jeunesse. J'ai d'ailleurs une théorie sur ce livre-là. Dans un univers parallèle, Johnny et Ponyboy auraient fait un très beau couple. Et je te mets au défi de me faire changer d'idée. You won't be able to. The Matchmaker's List par Sonia Lally, Voyage léger par Mélissa Véro, qui est un roman québécois, With the Fire on High par Elisabeth Acevedo, encore une fois un livre audio, et finalement Fangs par Sarah Anderson, un très mignon comic book sur une histoire d'amour entre un vampire et un loup-garou qui n'ont rien à voir avec Twilight. Finalement, ma dernière catégorie, ma catégorie coup de cœur, mon plus gros coup de cœur de l'année, et je l'ai même offert en cadeau à l'une de mes meilleures amies, Culotté par Pénélope Bagieux. Ces 2 tomes exquis, biographiques, sur des femmes qui ont changé l'histoire ou qui ont eu un impact sur leur société ou leur communauté ou qui sont juste légendaires. Tu as Josephine Baker, tu as Une femme à barbe, tu as Poulan Devi. Tout ça est super inspirant, super féministe. C'est du bijou. Après, naturellement, Persépolis par Marjane Satrapi. J'en avais déjà parlé dans mon bilan de l'été 2020. Becoming par Michelle Obama, je sais, j'ai pris du retard. J'aurais dû le lire beaucoup plus tôt, mais je suis très heureuse de l'avoir fini. Encore un livre de non-fiction, Be a Free Range Human par Marianne Cantwell, dont je chante les louanges depuis des mois. Born a Crime, Stories from South African Childhood par Trevor Noah. Je serai un territoire fier et tu déposeras tes meubles par Steve Gagnon. C'est un recueil d'essais sur la masculinité toxique et le féminisme
féminisme que le dramaturge Steve Gagnon a écrit. En fait, je l'ignorais, mais il écrit beaucoup d'essais et c'était un cadeau de Noël de la part de l'une de mes amies très chères. Fendre les lacs par Steve Gagnon, The Forbidden Wish par Jessica Khoury, dont je n'ai pas beaucoup parlé, mais je l'adore. C'est le genre de livre que je saurais pas expliquer pourquoi je l'aime, mais il a eu un impact tellement positif sur moi que je le recommanderais à tout le monde. Après, un livre que j'ai lu 2 fois, Ella Enchanted par Gail Carson Levine, et finalement The Poet X par Elisabeth Acevedo, qui était un autre livre audio. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle a été ta meilleure lecture de 2020. Je pense que ça clôture à merveille l'année 2020. Nous pouvons maintenant aller vers l'année 2021. Ma prochaine vidéo sera à propos de mon bilan de janvier et je prévois aussi te parler de mes objectifs littéraires, booktubien. Et c'est pourquoi tu dois t'abonner pour ne pas rater cette vidéo hors du commun. Sinon, n'hésite pas à aimer, commenter, partager, tu connais la chanson. Sur ce, c'est tout pour moi. Je m'appelle Mookie et j'espère que tu trouveras ton prochain coup de cœur sur Bookie Covers. Marche patate. Le premier tome est Get a Life, Chloe bla de Pain, Pins, je vais dire Pain, ok, par Arthur de Pin. Il y a 4 tomes, je me semble que c'est Pince. Personne n'ose dire son nom. Quoi? Dites-moi son nom. Mais vous dites pas son nom. Oh my god. Ok, laisse faire, je vais me débrouiller. Crazy Rich. Oh shit. Trail of Broken Wings. Trail of Broken Uderzo. Qui est... Oui. Non. Oui, c'était Cosny Uderzo. Non, c'est Maurice. C'est bien ça, c'est Johannes Fort. Ah, je radote. Et je m'en souviens plus. Est-ce que j'ai oublié Fendre les lacs? J'ai pas oublié Fendre les lacs. Ouh!